Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, un sujet, on va dire, important et malheureusement, il fait parfois partie de l'ALIA, le divorce. Voilà, alors le processus du divorce, il est complètement différent de ceux que l'on connaît lorsqu'on vient de France. Et on s'est dit que c'était intéressant d'en parler avec une Tohénette rabbinite, entre autres, puisqu'elle est aussi journaliste de son métier, vous la connaissez bien. Elle s'appelle Cathy Bisror, elle est à mes côtés. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi. Voilà, et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était intéressant de parler du processus du divorce, notamment pour décrypter, pour comprendre d'une façon simple, pédagogique, comment ça marche le divorce en Israël. Qu'est-ce que c'est ? Alors d'abord, il y a une grande révolution du divorce en Israël, je crois. Oui. Et ce serait bien d'en parler pour commencer. D'abord, première chose qui est à mon avis essentielle, et si vous vous adressez à un public francophone, c'est encore plus essentiel parce qu'on voit tous les jours des problèmes dramatiques. Il faut absolument prendre un conseil juridique avant de commencer à mettre le pied dans un divorce. Parce qu'on voit souvent des histoires de femmes ou d'hommes d'ailleurs qui nous arrivent après qu'ils aient commencé un processus d'une manière erronée, qui sont jetés, si vous voulez, dans un processus et qu'ils ont fait des choses qui sont... Apparemment, ils ne peuvent plus revenir en arrière après. Et donc, ce qui est très important, c'est... Ne pas se précipiter chez un avocat, là ? Non. Même si vous précipitez sur un avocat, prendre plusieurs avis même. Vous voyez, par exemple, nous, en tant que Tohénette rabbinite, on donne un service qui est soutenu par le Beit Din, d'ailleurs, de conseil juridique gratuit, complètement gratuit. C'est-à-dire c'est véritablement pour aider, pour qu'ils ne mettent pas le pied dans un processus qui est dangereux. Je donne juste un exemple. Il y a des femmes qui sont dans des situations dramatiques et qui veulent quitter, par exemple, le foyer familial, comme ça, sur un coup de tête, etc. Après, il y a des conséquences juridiques. Oui, ça veut dire que ça va leur être reproché. Exactement. Et donc, si vous voulez, d'abord, premier conseil qu'on donne, c'est, et aujourd'hui, il y a des possibilités. Ok, nous, tous les jours, on reçoit des femmes, des hommes d'ailleurs aussi, à qui on conseille gratuitement. Comment on fait pour s'adresser à une Tohénette rabbinite ? Où on va ? Écoutez, d'abord, au Beit Din, ils peuvent également donner des conseils. Vous pouvez également donner mes coordonnées. Nous, on est un groupe de Tohénette rabbinite. Moi, je suis la seule francophone, mais c'est pas grave. Il y a d'autres personnes également qui travaillent totalement gratuitement pour donner justement des conseils, justement pour éviter des erreurs. Et ça, je crois que c'est le premier conseil que je peux donner qui est essentiel. Non pas pour éviter le divorce, mais en tout cas pour divorcer de la meilleure façon possible. Exactement. Aussi, quelquefois pour éviter le divorce, parce que vous savez, il y a des histoires qui nous sont arrivées. On a vu des couples, par exemple, qui étaient... moi, je dis, quand on veut divorcer, c'est à 150%. C'est pas à 99%. Quand c'est 99% qu'on veut divorcer, il y a peut-être un retour possible. Et quand on a vu des personnes qui sont arrivées à 99%, Cathy, à plusieurs fois, on est arrivé à les mettre dans les mains de conseillers conjugaux. Il y a beaucoup de techniques dans ce domaine en Israël, ils sont très à l'avance et beaucoup de réussite, et qui a permis de sauver quelquefois des familles entières. Un divorce, c'est pas facile, il faut savoir. Non, c'est pas facile. Et donc, si on peut éviter, on peut éviter. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil que je vous ai donné. Je pense que c'est quelque chose de très important. Deuxième chose, pour répondre directement à votre question, la grande révolution, c'est que, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde, justement, en raison de ce que je viens de vous dire, ils ont vu que les couples se précipitaient et après ça faisait des histoires dramatiques. Ils ont imposé un processus de médiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas déposer immédiatement une demande de divorce. Vous êtes obligé de passer pendant 60 jours, 2 mois, d'accord, 60 jours exactement. Un processus de médiation, ça comporte entre 1 et 4 séances avec une assistante sociale ou un médiateur à l'intérieur du Beit Din, d'accord ? C'est quelque chose qui est dans le cadre, si vous voulez, du Beit Din. Mais l'objectif, justement, c'est de dire au couple, stop, attendez un petit peu, réfléchissez. Et si vous voulez, cette nouvelle loi qui est passée, on ne sait pas encore vraiment les conséquences, ça vient d'arriver, ça vient de se passer, mais on voit déjà, si vous voulez, que ça a permis à certains couples, en tout cas, un moment d'attente avant de se précipiter, avant d'entamer véritablement une procédure de divorce. Alors, il y a aussi, bien sûr, une grande différence entre le système juridique en Israël et qui traite des divorces. Il y a 2 instances principales, je crois, en Israël, contrairement à la France où il n'y a qu'une instance civile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est plus avantageux pour une femme ou pour un homme ? Quelle instance faut-il choisir ? D'accord, ça c'est une grande question importante. D'abord, il faut comprendre que ce qui est le guet, c'est-à-dire la remise du guet, l'acte religieux, est sous l'exclusivité évidemment du Beit Din, d'accord ? Mais un divorce, c'est pas seulement le guet. Avant le guet, vous avez la répartition des enfants,
la garde des enfants, les problèmes de la répartition du patrimoine, etc., etc. Et là, le couple, l'homme et la femme, ont la possibilité de choisir entre deux compétences, ou le cursus de la justice civile, en hébreu c'est Bet Mishpat, ou le cursus de la justice rabbinique, c'est le Bet Din. C'est exactement la même chose, ce sont deux cursus parallèles. Pendant des années, on a dit que le Bet Din c'était mieux pour les hommes et que le Bet Mishpat c'était mieux pour les femmes. Le problème, c'est que depuis quelques années, c'est plus du tout vrai et qu'on voit de plus en plus maintenant de femmes, en tout cas nous ce qu'on voit, de femmes qui justement choisissent le Bet Din parce qu'ils sont aperçus que contrairement à l'image de marque anti-féministe qu'on avait donnée au Bet Din, en fait, compte, c'est pas du tout ça. Au contraire, ce qui se passe, et il y a de plus en plus aujourd'hui de femmes qui s'adressent au Bet Din. Mais encore une fois, je crois que chaque cas est particulier, que il y a quelquefois des cas où on dit nous-mêmes, il vaut mieux aller dans une instance ou mieux d'aller dans une autre instance. Nous, on est des Tohénètes rabbinites qui pensons que les choses doivent se régler à l'intérieur totalement du Bet Din, pour des raisons d'abord religieuses, pour des raisons de respect, si vous voulez, du droit talmudique. Et on voit, si vous voulez, sur le terrain qu'on est arrivé non seulement à sauver véritablement de femmes de situation d'Igoun, d'Aguna, mais également de défendre les droits des femmes et des hommes, d'ailleurs, d'une manière égale. Tout l'objectif, si vous voulez, c'est qu'un divorce, c'est de toute manière quelque chose de difficile, qui n'est pas un perdant et un gagnant. C'est pas ça, un divorce. Il faut que les deux, si vous voulez, sortent en fait de compte gagnants de leur vie, de leur nouvelle vie. Et c'est ça l'optique qu'on essaie de défendre. D'accord. Alors, il y a aussi de nombreuses décisions qui sont prises concernant, on va dire, les divorces. Et il y a aujourd'hui une décision, c'est assez nouveau, qui a été prise par la Cour suprême et qui remet en cause un certain nombre de domaines, notamment les mésonotes pour les familles. Ça, c'est vraiment une décision révolutionnaire. Absolument. Ça, c'est une décision vraiment révolutionnaire. Il faut dire que ça existe dans beaucoup de pays du monde, hein, notamment en France. Et ça n'existait pas ici. Et ça n'existait pas du tout ici, puisque ici, si vous voulez, les mésonotes, automatiquement, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les mésonotes? C'est les pensions. Hein, pour les mésonotes, ça vient du mot mazon, hein, de nourriture. En hébreu, mésonotes, ça veut dire la pension. Les pensions pour les enfants, c'était automatiquement les hommes qui payaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, cette décision de la Cour suprême, elle renverse, à mon avis, à juste titre d'ailleurs, parce que le monde a changé. Lorsque vous avez une femme qui a un salaire qui est 3 fois plus que l'homme, pourquoi l'homme va payer des mésonotes? Il y a quelque part une logique. Ou alors, lorsque vous avez, par exemple, ce qu'on appelle mishmoret meshutefet, c'est-à-dire la garde partagée, où les enfants sont exactement au même entre l'homme et la femme. Et donc, si vous voulez, la Cour suprême est arrivée avec une loi qui dit que maintenant, chaque cas doit être étudié. Je ne veux pas faire parce que chaque cas, c'est compliqué, mais l'idée, si vous voulez, de la Cour suprême, c'est de dire que c'est plus automatique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la loi. Ça, c'est ce qu'a dit la Cour suprême. Maintenant, pour que ça soit appliqué, c'est une autre histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les Bet Din, on n'a pas du tout aimé cette histoire parce que selon la Torah, selon le droit talmudique, c'est l'homme qui est responsable des enfants, d'accord? Pour toutes sortes de raisons halachiques, je ne vais pas rentrer, etc. Mais c'est l'homme qui doit payer les mésonotes. Et donc, si vous voulez, ce que je vois depuis 1 mois dans les tribunaux, 1 mois ou 2 mois dans les tribunaux rabbiniques, c'est que malgré cette loi, il continue à donner à l'homme la responsabilité des mésonotes, ce qui fait que vous avez... D'où la question à bien se poser avant de choisir son instance juridique, Bet Din ou au tribunal civil, c'est pas toujours exactement. Si et maintenant, ce qu'on voit d'une manière étrange, c'est qu'on voit de plus en plus de femmes qui ne veulent que le Bet Din maintenant, parce qu'ils savent que le Bet Din, automatiquement, le Bet Din, à part certains, mais enfin la grande majorité des Bet Din, ils continuent à être très conformistes, à garder le droit talmudique et à dire que c'est les hommes qui doivent passer les mésonotes. Mais encore une fois, vous voyez, c'est un des sujets dont il faut véritablement étudier le fond pour prendre une décision. Oui, il ne faut pas se précipiter n'importe comment, on aura compris. Alors, bien sûr, pour conclure ce sujet très vaste, évidemment, bon, on peut pas, on l'a juste effleuré, on ne peut pas se quitter sans parler des femmes agounotes, donc des femmes qui sont séparées de leur mari et leurs maris ne veulent pas leur donner le guet. Elles ont un statut qui s'appelle femme agoun. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est toujours en cours, s'il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là, s'il y en a plus qu'avant? Alors d'abord, ça vient du mot ogen. Hein. Ogen, c'est ancre. Donc elles sont ancrées, si vous voulez. C'est ça l'idée de aguna. D'abord, c'est un statut terrible qui est lié à la halacha, puisque l'homme doit donner de son propre gré le guet. Et quand il ne veut pas, eh ben, la femme, elle peut rester à vie. Elle ne peut pas se remarier. Elle ne peut pas se remarier. Elle peut pas. Si elle a des enfants, ses enfants sont mamzerim, sont bâtards, etc., sont illégaux et tout ça. Donc c'est une situation dramatique.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'occupe énormément d'affaires comme ça. Je ne veux pas donner des chiffres parce que les chiffres sont c'est un sujet de controverse, donc je ne veux pas rentrer dans cette controverse des chiffres. Mais il y a beaucoup d'affaires d'Agouna. Mais ce que je peux vous dire également, c'est que les Beddin, ils n'aiment pas les femmes, qui est des femmes Agouna. Et donc, ils sont prêts à beaucoup de choses et que l'État d'Israël a une spécificité qui n'existe nulle part dans le monde, puisqu'il n'y a pas de possibilité dans le monde, qu'il y a des moyens coercitifs contre les hommes qui ne veulent pas donner le divorce. Ça va du retrait de permis de conduire, des problèmes avec la banque jusqu'à la prison. Donc quoi, les comptes bancaires sont bloqués ? Les comptes bancaires sont bloqués, etc. Il y a toutes sortes de procédures. Maintenant, ce que je peux interdiction de sortir du territoire, interdiction de sortir du territoire, etc. Maintenant, un point très important, Cathy, c'est pour être quand même honnête dans la présentation de l'histoire. Il y a de plus en plus d'hommes également qui sont igounes. Pourquoi ? Parce que depuis à peu près un millier d'années, il y a eu ce qu'on appelle une décision de Rabbeinu Gershon à Gola. C'était un des grands sages au début du monde ashkénaze qui a décidé que l'homme ne pouvait plus répudier d'une manière unilatérale sa femme et que la femme devait accepter le divorce. Et donc, depuis, dans le procédure juridique, dans le procédure du guet, la femme, elle doit accepter le divorce. Quand la femme n'accepte pas de recevoir le guet, c'est le parchemin, eh bien, il n'y a pas de divorce. Oui. Et donc, il y a de plus en plus d'hommes également enchaînés à leurs femmes. Et d'ailleurs, je sais qu'on défend de plus en plus des hommes. Il y a beaucoup plus d'hommes maintenant qui viennent nous voir. Incroyable. Oui, incroyable, mais vrai. Et donc, je crois que les deux cas sont aussi bien condamnables l'un que l'autre. Parce que c'est vrai qu'il y a une halakha, il y a écrit, il y a une halakha, le divorce est ainsi, ça doit être unilatéral, ça doit être accepté, mais il n'y a nulle part écrit dans la halakha qu'il faut monnayer, qu'il faut vendre son guet. Et ça, c'est reprochable et c'est sur ça qu'il faut se battre. Eh bien, écoutez, Cathy Bisrar, c'était passionnant. On était ravis de vous recevoir pour parler d'un sujet de société tellement important et qui touche malheureusement beaucoup de gens qui font l'Alia pour X raisons. Alia Boeing, difficulté d'intégration. On dit qu'Israël est la terre de la vérité. Et parfois, il y a des choses qui sont révélées, des problèmes latents et qui existent de plus en plus fort lorsqu'on arrive ici, qu'on change de pays, qu'on change tout. Donc, peut-être on peut essayer par divers moyens, et peut-être que les Tohénettes rabbinites peuvent aider ces familles à ne pas divorcer ou à divorcer en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Absolument. D'ailleurs, c'est vrai ce que vous dites. On s'aperçoit de plus en plus, on a beaucoup de francophones qui viennent nous voir. Et je crois que c'est lié, vous savez, chaque migration, ça porte également des changements, des problèmes graves, pas seulement de couple, mais d'une manière générale. Et ça se répercute souvent sur le rapport au sein de la famille. Et je crois, encore une fois, si on est bien conseillé, si on sait bien choisir, alors peut-être, on peut sortir de cette crise. Et si on sort pas de cette crise, alors on peut en sortir avec une médiation et dans la paix. Sur cette jolie conclusion, on va se quitter. Merci beaucoup, Cathy Bisrar. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.